Deuxième partie de l'émission Le Monde en 7, toujours avec mes deux invités, Firmin Teko Agbo et Horus Donkovi. On va passer maintenant aux 3 sujets restants. On parlera donc tout de suite de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, un des pères fondateurs de la CEDEAO, appelé mercredi à la levée des sanctions contre les pays ouest-africains dirigés par des régimes militaires issus de coups d'État à l'approche d'un sommet extraordinaire prévu. Donc, le sommet est prévu aujourd'hui à Abuja. La CEDEAO est plongée dans une crise sans précédent depuis l'annonce fin janvier par le Mali, le Niger et le Burkina de leur retrait de l'organisation. La région a également été secouée dernièrement par la décision soudaine de Macky Sall de retarder les élections. La CEDEAO est menacée de désunion. C'est la mise en garde du général Yakubu Gowon, ancien chef d'État du Nigeria de 1966 à 1975. C'était lors d'une réunion par le bloc de la capitale, dans la capitale nigériane. Il a exhorté les dirigeants ouest-africains à envisager la levée de toutes les sanctions imposées au Burkina, à la Guinée, au Mali et au Niger. On a le Horus Donkovi, on attribue fondamentalement la création de la CEDEAO à Yakubu Gowon et le général Eyadema, tous deux putschistes. Voilà, c'est l'histoire, oui. C'était des putschistes. Même le Bénin était dirigé par un putschiste. Il y avait beaucoup de putschistes. Il y avait le Niger aussi. Voilà, alors justement, aujourd'hui, que la CEDEAO soit créée par des putschistes et que on sanctionne aujourd'hui des putschistes, il y a un paradoxe. Effectivement. Je pense que le problème de la CEDEAO... Alors, à la base, la CEDEAO, c'est une institution économique. Maintenant, je pense que le crime de la CEDEAO, ça a été la compromission. Et le déni de la CEDEAO, c'est de penser que c'est cette crise qui amène à la désunion, alors qu'en réalité, il s'agit de gouttes qui a fait déborder le vase. Pendant plusieurs années, les peuples africains, notamment à partir des années 90, ont vu la CEDEAO se compromettre dans des putschs électoraux, dans des reconnaissances d'élections truquées, dans des non-interventions quand il fallait intervenir. Donc, si vous voulez, pour moi, le crime de la CEDEAO a été de ne pas s'adapter en fonction des défis du temps. Elle a été créée par des putschistes, mais à un moment, à partir des années 90, il faut s'adapter à un certain nombre de réalités. Si elle avait appuyé de façon convenable les démocraties qui émergeaient, peut-être qu'il n'y aurait pas eu tous les remous, toutes les frictions, tous les litiges qui actuellement conduisent à de nouveaux putschs, qui eux se veulent l'incarnation de peuples qui désavouent la CEDEAO. Parce qu'il s'agit de ça, c'est-à-dire il ne s'agit pas simplement de putschistes qui décident de sortir de la CEDEAO, il s'agit de putschistes qui sont putschistes de pays où des populations semblent désavouer la CEDEAO. Donc le message de M. Gowon, à mon sens, il vient un peu trop tard. Ce que la CEDEAO peut faire pour repartir, c'est une refonte. Comme je disais, une fois on a eu l'OUA, après on a eu l'UA. Je pense que la CEDEAO doit passer à une nouvelle étape. Elle doit muer. Si elle veut sauvegarder son unité, elle doit muer. Elle doit prendre en compte les nouveaux défis de la planète, les nouveaux défis du continent, les nouvelles réalités du continent. Je ne vois pas dans ce qui se passe, je ne vois pas l'AES revenir. Oui. Je ne vois pas les États. Dit clairement, oui. C'est non négociable. Je ne vois pas les États de l'AES revenir, et les autres États, ceux qui ont versé dans les sanctions, se sont énormément compromis. Je trouve que M. Gowon, par exemple, aurait dû peut-être s'adresser à M. Tinubu, parce que... Il l'a rencontré avant de venir délivrer son message. Voilà, parce que je pense que M. Tinubu y est pour beaucoup, et qu'il y a une forme de fourvoiement dans sa démarche, dans son attitude, et ainsi de suite. La démarche de M. Macky Sall et celle de M. Ouattara, mais c'est la même chose. Moi, j'appelle ça, c'est hollywoodien, limite. Parce qu'il n'y a pas de sens à ce qui s'est passé. Et maintenant, dans l'attitude
qui a été adoptée et qui maintenant brise cette CEDEAO-là, moi je trouve qu'il y a un danger pour tout le continent. Parce que la prédation dont est victime le continent est une prédation violente. Et pour répondre à cette prédation violente, il faut que les États sont condamnés à l'union. Donc avoir une suprastructure économique et financière qui va se retrouver fragilisée par une attitude politique infantile et qui va se retrouver brisée, c'est exposer chacun de nos États à des prédations de masse. Lorsque les autres zones du monde investissent l'Afrique, ils le font de façon collégiale. Lorsque, par exemple, vous avez des sociétés, des multinationales qui investissent l'Afrique, mais ce sont des multinationales dont parfois les capitaux dépassent même nos prétentions financières. Et c'est très dangereux. Donc, pour moi, au-delà de la chose politique, que l'on nous vend, quand on prend par exemple l'attitude de monsieur Tin, mais ça n'a pas de sens. Le monsieur a été élu, je ne sais pas s'il fait 3 mois avant de faire sa connerie. Je ne sais pas il vient à peine d'être élu. Il est président, il se retrouve catapulté président de la CEDEAO, et le mec qui nous fait Hollywood, de Chuck Norris, Van Damme, c'est-à-dire tous les films qu'on a vus dans Delta Force, on va envoyer les troupes. Mais la totale, et étonnamment, c'est que il y a des pays qui suivent alors qu'ils savent qu'ils ont des intérêts économiques. Et étonnamment, dans tout ça, dans toute cette... Parce que c'est ça un peu le problème. Dans cette déstabilisation de la CEDEAO, on ne nous dit pas le préjudice financier et économique que l'on va subir sur 5, 10, 15, 20 ans. Donc, je vais terminer sur cela. La CEDEAO est condamnée à une refonte. Il ne faut pas la briser et la laisser comme ça, mais il faut une refonte qui va fédérer tout le président béninois évoquait ça il y a quelques jours lors d'un entretien avec la presse. Qu'est-ce que vous pensez, Firmin Teko Agbo, du message de Yakubu Gowon? Moi, je pense que c'est un faux problème. Quand on demande à lever les sanctions, ou soit quand on demande aux putschistes de revenir à de meilleurs sentiments, je pense que c'est un faux problème. C'est une manière de colmater les brèches. Ça n'ira pas loin. On aura toujours que c'est le même problème. Du jour au lendemain, il y aura encore des coups d'État. Et certains vont condamner, d'autres vont appeler au dialogue. Et donc le problème ne va jamais être résolu. Ça veut dire qu'on ne prend pas au sérieux ce qui se passe. Mais Horus Donkovi a dit quelque chose d'important. Il faut une refonte, fondamentalement. Il faut se demander quel est le problème. Vous savez, la refonte devrait prendre quelle forme? Mais c'est-à-dire, vous avez vu au départ, la communauté économique européenne a été créée dans les années 50. Maintenant, en 1992, ils sont passés à l'Union européenne pour pouvoir s'adapter parce qu'à l'époque, il y avait déjà la chute du mur de Berlin. Ils avaient fait la CECA, après la CECA. Oui, les réalités étaient tout autres. Donc, il fallait s'adapter aux nouvelles réalités. C'était le problème. Maintenant, il faut comprendre aussi, pour la CEDEAO, au départ, les intentions étaient économiques. C'était pas trop politique. On a créé la CEDEAO pour des ambitions beaucoup plus économiques. Maintenant, il faut se demander, est-ce que sur le plan économique, est-ce que cela a marché jusqu'à maintenant? Regardez toutes les casseries douanières que nous avons. Mais sur ce point, on n'épingle pas la CEDEAO. On ne reproche rien à la CEDEAO. Mais c'est parce que, sur le plan politique, la CEDEAO se dit non, ce que vous faites là, c'est pas bien. On dit non, la CEDEAO est mauvaise, donc il faut sortir de la CEDEAO. Mais quand elle ne respecte pas ses engagements politiques, économiques, quand l'ambition qu'elle avait au départ, elle ne les réalise pas, on ne dit rien, on ne reproche rien à la CEDEAO. Mais quand il s'agit du fauteuil présidentiel, on se dit la CEDEAO ne joue pas véritablement son rôle, que la CEDEAO n'a pas à sanctionner. Où est-ce que nous sommes en train d'aller? Il faut que nous soyons sincères avec nous-mêmes d'abord. Il faut que nous soyons sincères, parce que si on va comme ça, quelqu'un m'a dit non, il faut Fonia Singbe, oui, il fait bien, il joue bien son rôle de médiateur. Mais dialogue, sanction, ça ne résout pas le problème fondamental. Vous imaginez, il y a des politiques qui sont au pouvoir, il y a certains qui font 4 ans déjà au pouvoir. 4 ans, c'est un mandat aux États-Unis. Et personne ne dit rien. On parle de sanctions, on perd du temps, pas de sanctions, on parle de dialogue. C'est comme nous, moi je me dis qu'en réalité, on n'est pas sérieux, on ne peut pas creuser le problème pour savoir, pour chercher des solutions. On n'ira pas loin avec ça. De la meilleure des choses, Fonia Singbe, je sais qu'aujourd'hui peut-être il n'est pas d'accord avec l'AES, parce qu'il serait d'accord avec l'AES, c'est comme c'est tuer la mémoire de son père, fondamentalement. Alors la meilleure des choses, mais c'est que tous les chefs d'État se disent il faut qu'on
passe. Il faut qu'on crée je dirais pas une nouvelle CEDEAO, mais il faut qu'on crée... Non, il faut faire attention, c'est où le port de l'AES? Pardon? Le port de l'AES, c'est où? Non, je ne veux pas répondre. Fais attention. Je ne veux pas répondre. Mais il faut qu'on aille à une nouvelle CEDEAO. Il faut qu'on fasse les états généraux. Qu'on se dise où sont les problèmes. Il faut qu'on révise nos tests fondamentalement pour s'adapter aux nouvelles réalités modernes. Mais pour ce qui concerne l'AES, ce sont des choses, moi je pense que ça ne marchera pas trop. D'accord. Alors, quand vous parlez de refonte de la CEDEAO, moi je regarde Firmin parler de la communauté économique au niveau européenne. On est passé à l'Union européenne. On a vu véritablement des réformes structurelles. Et moi, j'étais en Europe il y a encore quelques années. Vous traversez des frontières. C'est juste à peine vous voyez la barrière qui vous donne l'impression que vous passez une frontière. Vous avez l'impression d'être sur le même territoire. Alors, quand on vient en Afrique, vous avez l'Organisation de l'Unité africaine qui est passée à UA. On a juste l'impression d'un changement de sigle. Je suis d'accord. Dans le fond, il n'y a rien. Alors, refonte de la CEDEAO, qu'est-ce qu'on met dedans? Alors, ce qu'on met dedans, déjà, il y a des points, je trouve, qui sont intéressants. C'est-à-dire, ça tient de choses toutes simples. Quand on prend les États de l'AES, le Niger, le Mali, le Burkina, qu'est-ce que ces États disent en fait? La première des choses, ces États disent nous avons besoin de sécurité à nos frontières, nous ne voulons pas de terroristes, nous ne voulons pas d'États qui soient déstabilisés. Est-ce que cette volonté va à l'encontre des intérêts de la CEDEAO? Non. Si le Burkina est en sécurité, le Togo est en sécurité, le Bénin est en sécurité. Si le Mali est en sécurité, la Côte d'Ivoire est en sécurité. Donc, pourquoi est-ce que j'irais à l'encontre de pays qui ne demandent qu'à être sécurisés et stabilisés au niveau de leurs frontières? Ça, c'est un. Deux, on a des pays qui disent nous voulons renégocier l'exploitation de nos minerais. Nous voulons mettre en exergue les ressources que nous avons. Nous voulons, faire un meilleur partage des revenus que nous arrivons à capter. Est-ce que cela va à l'encontre de la CEDEAO? Dire que quel est le pays actuellement qui n'est pas dans l'AES, qui prétendrait, qui n'a pas envie d'avoir la pleine possession des revenus de ces mines, ou la pleine liberté de renégocier un certain nombre de contrats qui ont été peut-être signés il y a 10, 20, 30, 40 ans? Quel est le pays qui pourrait prétendre? Même nous au Togo, c'est presque sûr et certain que on doit avoir des contrats qui ont été signés il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, qui empêchent peut-être nos gouvernants de se projeter et d'investir sur un certain nombre de choses. Mais ils ne vont pas dire qu'ils sont contre. Ce sont des choses qui sont intéressantes. Pour ce que l'on sait, ces États qui disent « Nous voulons assumer notre sécurité, nous ne voulons plus de base ». Mais est-ce que ça va à l'encontre de ce que la CEDEAO pourrait avoir comme bénéfice? Non. Nous voulons, une collaboration entre les armées. Est-ce que cela va au détriment de la CEDEAO? Non. La CEDEAO a déjà fait quelque chose dans le genre, mais qui d'ailleurs s'est avéré un échec. C'était les Comog. Ben, eux, ils essayent de repenser la chose en étant un peu plus, objectif, peut-être. Nous voulons avoir de nouveaux partenaires avec lesquels négocier. Est-ce que la CEDEAO peut prétendre qu'elle est à l'encontre de cela? Mais non. Donc, à un moment... Alors, pourquoi sortir de la CEDEAO? Mais il faut sortir de la CEDEAO tout simplement parce que la vérité, c'est que la crise économique, qui est de celle de ces pays-là, malheureusement, elle est instituée par des frères, des États frères. C'est le fait de la... S'il s'agissait de l'Union européenne, des États-Unis... Mais il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que le frère qui est dans la même structure que moi, nous interréagissons. Nos populations sont frères. C'est ce frère-là qui, parce qu'il s'estime sponsorisé par quelqu'un d'autre, veut me punir moi. Regardez par exemple l'histoire de l'électricité au Niger et au Nigeria. Ouais. Où le Niger dit ok, je ne fais pas de barrage sur le Niger. Le Nigeria, ok d'accord, nous allons faire un contrat pour l'électricité. Et maintenant, on a un individu, il est élu, bon, je sais plus, il est carrément d'une autre époque, il vient, il dit, on coupe l'électricité. 8 millions de personnes l'ont élu sur presque 300 millions. Bon, voilà. Il est resté, bon, voilà. Personne n'a compris. Donc, à un moment, je pense que oui, je pense que la sagesse voudrait peut-être que les autres pays, les autres États membres de la CEDEAO se penchent un peu plus objectivement sur le cas de l'AES. Parce que ce n'est pas
une petite zone. Ce sont des États... 65 millions de personnes. Voilà, des zones potentiellement riches et en réalité des zones dont les prétentions peuvent permettre aux États de la CEDEAO de sortir d'un certain joug. Parce que quand on prend Mali, Niger, Burkina, le Mali, si je ne m'abuse, c'est l'un des plus grands pays de la CEDEAO. Même une dizaine de frontières. Même du monde. Alors, donc ce n'est pas non plus rien. On dit aujourd'hui, est-ce que ces 3 pays peuvent survivre et tout, mais le contre-coup pour la CEDEAO... Non, mais le contre-coup, c'est que nous-mêmes, on ne peut pas survivre sans ces pays. Oui, maintenant, parce que c'est les pays de l'Interland, les pays côtiers. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, pour revenir à l'héritage dont tu parlais, parce qu'effectivement, en Afrique, une des régions les mieux structurées, c'est la CEDEAO. Je peux prendre ma voiture, me retrouver au Sénégal. Mais quelque part, oui, on a parlé de putschistes avant, mais quelque part, c'est revenir en arrière. Mais pourquoi est-ce que nous nous priverions de pouvoir quitter Lomé pour aller à Dakar? Normalement, cette CEDEAO a permis une mixité de nos peuples. Aujourd'hui, un Togolais peut travailler au Bénin, habiter à Lomé, faire du business à Accra, repartir au Burkina, aller voir un match à Abidjan et ainsi de suite. Alors, pourquoi est-ce que c'est là où... Alors, peut-être les gens vont trouver que je rentre peut-être dans le complotiste, mais pourquoi reviendront-on en arrière alors qu'en réalité, tout est fait pour que petit à petit, on arrive à un genre de fédération. Et c'est ce que l'AES fait, par exemple. L'AES, quelque part, font la démarche fédérale, alors qu'on a l'impression que nous, on est dans une démarche de recul. Souvent, ce que dit l'ancien président nigérien Yakubu Gowon, il craint que la CEDEAO est menacée de désunion par cette décision. Il a même dit, s'il vous plaît, rejoignez, revenez. Et vous savez que l'actuel président de la commission de la CEDEAO, Omar Aliou Touré, en réagissant justement à propos de Yakubu Gowon, il dit que c'est un message très puissant et que les dirigeants garderont à l'esprit votre message au cours de leur délibération. J'ai envie de dire, est-ce que la CEDEAO est à la croisée des chemins? La CEDEAO est à la croisée des chemins, mais ils se prennent mal, comme je l'ai dit tout au début, ils se prennent mal. Ce n'est pas une question de revenir. Ce n'est pas une question de revenir. Il faut qu'on nous arrivions à quitter cela. Ce n'est pas une question de revenir. Par exemple, ceux-là qui ont quitté. Pourquoi ils ont quitté la CEDEAO? Il faut se dire la vérité. C'est par rapport à la date, parce qu'ils ne veulent plus être gênés par rapport à la date. Ils veulent passer autant d'années à la tête de leur État, c'est tout. Parce que la CEDEAO leur a imposé un calendrier, ils ne veulent plus se faire embêter, ils se disent ils veulent être libres, ils sont maintenant AES, ils ne veulent plus de calendrier, venant de qui ou de quoi que ce soit. Mais ils veulent être libres, c'est tout, c'est le problème fondamental. Ils veulent avoir du temps pour pouvoir gérer leur transition. En fait, ceux qui gèrent ces 3 pays, leur premier ennemi, ce n'est pas la CEDEAO. Le premier ennemi, ce n'est pas la population. Le premier ennemi, c'est qui? C'est le temps. Non, même pas. Est-ce que l'Union européenne a coupé les points avec l'AES? Voilà. Non, mais regardez. Est-ce que les États-Unis ont coupé les points avec l'AES? Mais regardez. Mais le premier ennemi, c'est le temps. Pourquoi ils se disent aujourd'hui, c'est qu'ils le pouvoir, c'est comme tout leur combat qu'ils ont amené à la tête de ces États-là reviendrait à zéro. Donc ils se disent qu'ils ont suffisamment besoin de temps pour construire leur ambition, ce qu'ils veulent pour ces États-là. Alors, la meilleure des choses, c'est de passer aux négociations. Et moi, je reprends. Et tu as dit, il faut qu'on fasse peut-être, si on peut l'appeler ici, les États généraux de la CEDEAO pour adapter les tests aux réalités modernes. Sinon, si on ne le fait pas, demain, il y aura encore coup d'État. Quelqu'un va dire sanctionner, d'autres vont appeler au dialogue. Et on reste toujours comme ça. C'est que nous n'apprenons pas de nos histoires. C'est ce que demandait Talon dans l'entretien dont je parlais. Il dit, mais il faut qu'on nous dise qu'est-ce qu'on fait maintenant s'il y a un coup d'État. Est-ce qu'on ne sanctionne plus? Qu'est-ce qu'on fait? Mais non, mais après j'ai écouté son intervention. Parce qu'en fait, il faut toujours des principes. Parce que là, des sanctions inhumaines aussi. Non, mais là, il faut des principes. On a vu quand vous prenez l'Union européenne, puisque c'est le modèle aujourd'hui. Quand on prend l'Union européenne, il y a des pays qui ont des gamins. On n'a pas vu de sanctions inhumaines être imposées à ces pays, parce qu'il y a la vie humaine à préserver, il y a l'économie à préserver. On a d'autres mécanismes pour sanctionner. Mais on a l'impression, quand on regarde finalement dans la CEDEAO, il y a quelques dirigeants qui sont, entre guillemets, téléguidés d'ailleurs, qui font bombarder des sanctions, des menaces d'attaque, alors que vous n'avez d'ailleurs rien fait lorsque ces peuples étaient en proie au terrorisme. Il y a un problème là. Oui, il y a un problème fondamental même. Je vais vous rappeler cette histoire de l'Union européenne, vous vous rappelez 2011-2012 avec l'histoire de la Grèce, avec l'histoire de la crise en Europe, crise économique. Vous vous rappelez, il y avait une ministre des Affaires sociales de l'Italie qui avait pleuré parce que l'Union européenne leur avait imposé un certain nombre de règles. Ce budget-là, vous ne devez pas le dépasser. Et quand la ministre communiquait cela, elle pleurait parce que c'était des restrictions que la population devait subir. Mais pour la Grèce même, c'est pire. C'est-à-dire je vais te montrer un peu même l'histoire
l'histoire de la Grèce. La Grèce, à un moment, était un problème économique et il y a eu la prédation de la Chine. Oui. Et pour ne pas que cet État qui appartient à l'Union européenne tombe sous l'escarcelle chinoise, les gens ont fait bloc pour redresser l'économie de la Grèce. Et c'est ce qu'on attend de la CEDEAO. C'est-à-dire, on attend de la CEDEAO qu'elle puisse faire bloc autour de ces pays pour les relever, pas pour les casser et les exposer à la prédation des autres. Nous sommes en train de vivre là, peut-être de par le passé, on n'a jamais vécu ça. A dit, peut-être 6 coups d'État en moins de 2 ans, ça surprend tout le monde. Et la CEDEAO s'est dit, mais elle ne s'est pas retrouvée au fait. Jusqu'à présent. Elle ne s'est pas retrouvée comment? La CEDEAO qui a validé des coups d'État avant, elle va se retrouver. Mais la CEDEAO, cette situation, elle est allée trop vite. Donc, la CEDEAO ne s'est pas vite de retrouver. Mais jusqu'à présent, elle ne se retrouve pas. Quand un chef d'État, Patrice Talon, qui dit, dites-nous ce que nous allons faire. Non, Patrice Talon, il botte en touche. J'ai vu l'intervention de Patrice Talon. J'ai l'impression que lui, il essaie de se rattraper par rapport à un certain nombre de choses. Son port vit du Niger. Mais oui. Et puis, il dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que je veux toujours démontrer? C'est qu'aujourd'hui, on se demande s'il y a des tests. Maintenant, il faut tout revoir pour se dire, voilà les tests que nous avons. Vous faites coup d'État, voilà ce que vous subissez. Parce que les gens disent que ces sanctions dont on parle, ça ne figure en rien à aucun test de la CEDEAO. Que la CEDEAO ne prévoit pas ces sanctions-là. Ces sanctions-là sont sorties d'où? Mais il faut aujourd'hui qu'on élabore de nouveaux tests pour l'adapter aux réalités modernes. Et les gens seront comme, voilà, nous avons une CEDEAO qui est solide sur le plan sur le plan textuel, qui est solide sur le plan économique, qui est solide sur le plan économique, qui est solide sur le plan politique. Aujourd'hui, la CEDEAO va être toujours embêtée. Moi, en tout cas, quand il s'agit de sanctions, quand il s'agit de dialogue, ça ne résoudra jamais le problème. Le problème, d'accord. Mais si on passe à la Côte d'Ivoire rapidement, grâce présidentielle, donc pour 53 détenus politiques, le président ivoirien Alassane Ouattara a accordé, c'était donc le jeudi, la grâce présidentielle à 51 personnes civiles et militaires proches de l'ancien président Laurent Gbagbo et de l'ancien premier ministre Guillaume Sorovoa, qui surprend d'ailleurs, condamné pour des présumés crimes commis lors des crises post-électorales 2010-2011 ou pour atteinte à la sûreté de l'État. Le chef de l'État a pris cette décision conformément à son engagement d'œuvrer résolument à la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire. C'est ce qu'a informé le Conseil national de sécurité. Parmi les 51 personnes graciées figurent le général Dobo Blé Bruno, Nyatoa Kate Paulin et Kassé Kwame Jean-Baptiste et le chef du protocole de l'opposant Guillaume Soro Soultoussoul également. Il est parmi ces personnes. En outre, 6 personnes en détention préventive ont bénéficié également de liberté provisoire. Voilà un peu le schéma aujourd'hui. Enfin, peut-être pour être ironique dans ma question, est-ce que c'est parce qu'il a remporté la Coupe d'Afrique des Nations qu'il offre ce cadeau-là? Comme ça, on va lui donner des coupes tout le temps. Non, je pense que c'est ça, en fait. Ça aurait joué aussi. Ça aurait joué aussi. Et n'oubliez pas que il y a eu des discussions entre le camp Gbagbo et le camp Ouattara. Entre-temps, ils se sont dit des choses qu'on ne nous a jamais dit publiquement. Il y a beaucoup de choses qui se sont dites. Il y a beaucoup de personnes aussi qui sont intervenues dans cette histoire-là. Et aussi, Ouattara veut avoir une très bonne image, surtout à la veille de la présidentielle 2025. Pensez qu'il sera candidat? Oui. Bon, vous voyez Ouattara partir? Ouattara, 82 ans parti, vous dites je ne vais plus me présenter. En tout cas, pour le moment, j'ai déjà voulu transmettre le pouvoir à la jeunesse. Peut-être on aura une nouvelle jeunesse. Ouais. On attend à avoir une nouvelle jeunesse. Sauf que l'actuel Premier ministre, je ne pense pas qu'il soit jeune. Il n'est pas jeune, peut-être qu'il aurait été jeune, Ouattara aurait plaqué le même discours. Mais pour ce que moi, bon, c'est mon analyse. Elle peut être erronée. Mais elle peut être erronée, mais c'est-à-dire Ouattara, je pense qu'il se présentera encore en 2025. Moi, je pense que Ouattara va vouloir mourir au pouvoir. Donc, il auréole son image, c'est ça? Oui, il auréole son image, il veut avoir une bonne image, parce qu'aujourd'hui, tous les Ivoiriens lui doivent cette canne-là. Ça fait la deuxième canne en tant que président, la troisième quand il était Premier ministre. Donc, tous les Ivoiriens lui doivent. Et quand il libère aujourd'hui, c'est des familles, 53 détenus politiques. C'est des familles, c'est des dizaines de familles qui sont tellement contentes. Et aussi, on va lui dire merci lors de la prochaine présidentielle. Étant donné qu'aujourd'hui, quand on voit un peu le camp Gbagbo, l'opposition, tout ça, et avec le bilan de Ouattara, je pense que ça peut lui jouer un bon tour. Alors, je l'ai dit, parmi donc, les personnes libérées, les proches de Laurent Gbagbo, mais surtout les proches de Guillaume Soro.
Guillaume Soro, vous connaissez un peu son parcours, ses discours enflammés, son opposition viscérale contre Alassane Ouattara. Est-ce que dans les coulisses, il y a des choses qui se discutent? Soro et Ouattara sont très proches, hein, et depuis la FECI, depuis l'époque de la FECI, sont des gens qui se connaissent. Après, je pense que la politique ivoirienne aussi a ses gesticulations, parce que la FECI, ça a quand même été un groupe qui a été réprimé dans les années 90, à l'époque de Gbagbo et tout ça, et celui qui réprimait, c'était Alassane Ouattara. Donc, ce que je dirais sur M. Ouattara, c'est que c'est un acteur politique ivoirien qui a dirigé les hautes instances du pays, qui s'est retrouvé président et à qui on a donné les moyens d'acheter la paix. C'est un monsieur qui a très largement eu des financements pour pouvoir faire en griffe la reconstruction du pays et pouvoir acheter la paix. C'est-à-dire faire en sorte que chacun des acteurs ait leur part, écarter les plus remuants discrètement en les désolidarisant de leur base, lancer les grandes infrastructures du pays qui ont été énormes, qui ont coûté énormément. Pour la CAN, moi j'écoutais une chaîne internationale qui parlait de 5 milliards de dollars pour la CAN. 5 milliards de dollars. Bon, je suis persuadé que un bon nombre de nos États, s'ils allaient se lever maintenant et aller faire le tour des institutions financières pour récolter 5 milliards de dollars, ne serait-ce que pour faire nos routes, nos écoles et ainsi de suite, je suis persuadé qu'ils auraient du mal. Ce monsieur a réussi à avoir ça pour la CAN. Donc, pour moi, l'exercice qui est de libérer un certain nombre de détenus politiques et ainsi de suite est un exercice de communication. Il surfe sur la vague parce que effectivement, oui, à force d'infrastructures, à force d'investissement, à force de communication, parce qu'il faut reconnaître que il y a une très forte communication au niveau de la culture de la Côte d'Ivoire, surtout sur le plan culturel. La musique, les arts, le théâtre, les télés. Vous prenez les chaînes ivoiriennes, grosso modo, vous remarquerez que très peu font de l'information. On est beaucoup, mais énormément dans le divertissement. Beaucoup dans la culture. Beaucoup dans la culture, beaucoup dans le divertissement, beaucoup dans le sport, beaucoup dans les jeux du cirque. En fait, comme Juvenal disait, donner du jeu pour... Voilà, donc justement. Et donc là, on a eu une CAN remportée. Je me rappelle qu'à l'époque, il y avait un pendant, celui du Cameroun, où on disait, mais lorsque le Cameroun gagnait la Coupe d'Afrique, il y avait au moins 1 année ou 2 années de paix au Cameroun. Personne ne s'occupait des choses politiques parce que tout le monde était focus sur le ballon. Et c'est la même chose. Donc, il s'achète une posture, il s'achète un nom, il s'achète une quiétude. Maintenant, va-t-il se représenter? Ça, c'est le gros questionnement, parce que j'avoue que il y a quand même des candidats remuants. Quand on prend Blé Goudé, quand on prend pour 25, voilà, c'est une grosse question. Après, personnellement, je pense que on fera à Ouattara ce qui a été fait à Houphouët. C'est-à-dire que lorsque Houphouët commence à décliner, on lui propose Ouattara qui devient Premier ministre et qui vient du FMI, qui vient de grosses institutions et qui doit redresser l'économie. C'est d'ailleurs dans tout ce processus qu'on a la dévaluation du franc CFA et ainsi de suite et les crises que l'on connaît, et après l'opposition entre M. Ouattara et M. Bédier qui devient président de l'Assemblée nationale. Et je pense que à M. Ouattara, la figure que je vois qui est promue, qui est encensée, et d'ailleurs que l'on part du masque de Houphouët-Boigny, c'est Tidiane Thiam. Qui a à peu près le même parcours, qui est le président du PDCI et qui a à peu près la même posture qu'Ouattara à l'époque, grosse institution financière, grosse expérience, qui revient au pays avec une certaine connaissance qui est pas très, parce que M. Ouattara est quelqu'un d'assez, c'est un bureaucrate à la base, il est quelqu'un d'assez froid, d'assez carré sur les choses. On retrouve à peu près le même profil du côté de Tidiane, c'est pas quelqu'un de forcément charismatique, mais quelqu'un qu'on va estimer d'efficace et qui a ses entrées.
Donc, de façon, quand j'observe le fait, voilà. Alors, la question, est-ce qu'aujourd'hui, Guillaume Soro tente un rapprochement? Oui. Parce que Toussoul, vous le connaissez, vous connaissez un peu le passé de cet homme. S'il est remis en liberté aujourd'hui, ce n'est pas rien non plus. Guillaume Soro circule en Afrique de l'Ouest, très proche de la Côte d'Ivoire. Et vous allez remarquer qu'il s'est tué aussi, ne parle plus beaucoup. Oui. Peut-être on le lui aurait conseillé. Guillaume Soro ne parle plus. Guillaume Soro sait qu'il a beaucoup gaffé. Et aujourd'hui, sa dernière image que nous avons vue dénote d'une certaine santé fragile. Ouais, il est affaibli. Il est affaibli aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'il pourrait tenter? Peut-être il a envie de rentrer chez lui. Guillaume Soro a envie de rentrer chez lui. Peut-être il va tenter une certaine réconciliation. Mais c'est tout ce qu'il peut faire. S'il a à mourir, peut-être. J'ai l'impression, quand je réfléchis, que les politiques, ils font tous les gaffes et après on nous sort réconciliation. Oui, c'est ça. C'est comme le lapin qu'on sort du chapeau. Oui, tout le monde applaudit. C'est ça, en fait, c'est le charme de la politique. Ça veut dire en politique, on peut être un animal, cet animal féroce, on peut avoir à commettre des actes les plus ignobles et au soir de sa vie politique, on demande pardon, on se réconcilie. C'est ça le charme, c'est comme ça le chemin est tracé. Mais Guillaume Soro, je pense que la maladie a trop vite raison de lui. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, il ne parle plus et il serait peut-être en train de tenter cette réconciliation. Peut-être c'est cette démarche-là qui aurait abouti à cela. Je me demande si le président togolais peut-être ne sera pas dedans. Je me demande si le président Sassou Nguesso, que Ouattara écoute énormément, l'empereur, que Ouattara écoute énormément, ne s'inscrirait pas dans cette démarche aujourd'hui. Ouattara, il veut avoir, quand on parle de Guillaume Soro aujourd'hui, c'est pour aussi avoir une stabilité. Parce qu'il sait qu'au fait, dans l'armée, il y a toujours des pro-Soro. En Côte d'Ivoire, il y a toujours des pro-Soro. Il faut avoir une certaine quiétude. D'autant plus que l'armée est remplie d'ex-rebelles. D'ex-rebelles. Et il sait peut les acheter, peut tout acheter, mais c'est-à-dire l'homme garde toujours son cœur, ce qu'il a toujours dans son esprit, il le garde pour lui. Et Ouattara sait aujourd'hui qu'il y a tout ça. Aujourd'hui, il sait qu'il y a tout ça, mais il veut avoir une quiétude, une certaine quiétude, il veut avoir une certaine paix pour 2025. Mais là, par rapport à ce que Russe Donkovic disait, les années 90, ce n'est pas la même chose aujourd'hui, 2024. Le contexte a tellement évolué. Oufoué n'a pas vécu ce que Ouattara a vécu avec la guerre, avec les guerres et tout ça aujourd'hui. Donc Ouattara, c'est quelqu'un de très méfiant. Ouattara a vu ce qui s'est passé avec cette histoire de Dauphinat. Vous partez, vous placez votre successeur, ou celui là-bas vous succédez, tout ça. Ouattara a vu ce que ça a donné. Ouattara a vu ce qui s'est passé en RDC. Ouattara a vu ce qui s'est passé en Mauritanie. Ouattara voit un peu ce qui s'est passé en Angola. Et vous croyez que Ouattara va se préparer un successeur en disant, moi je quitte, je vous laisse la place. Alors que ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire est resté dans la mémoire collective. Et Ouattara, ça a marqué Ouattara. Ouattara sait qu'aujourd'hui, il quitte. Mais Blé Goudé ne lui a pas encore totalement pardonné. Gbagbo non plus. Les Guillaume Soro sont là. Ceux-là ne vont pas être là. Ouattara va laisser le pouvoir. Moi, je pense que... C'est pour ça que Thiam est une bonne alternative. Mais est-ce que Ouattara a confiance? C'est ça, en fait, le problème. Non, en fait Ouattara, c'est quelqu'un de très froid. En fait, pour moi, si vous voulez, on a des personnalités, mais qui sont des parties émergées d'un iceberg. C'est-à-dire, il y a toujours un système. Pour moi, tant que le système n'est pas remis en cause, la personne qui va changer de siège ne gêne pas. Je peux dire que ce qui a changé entre nos années actuelles et les années d'avant, c'est que les années d'avant, la personne tient coûte que coûte à rester sur le siège. Elle tient coûte que coûte à être le président, à avoir ses photos sur les murs et ainsi de suite. Je pense que de nos jours, ce que l'on a, c'est qu'on a des gens qui comprennent que je peux être président sur 1 ou 2 mandats, mais après devenir un faiseur de roi. Parce que fondamentalement, si j'arrive à verrouiller lors de ma présidence, si j'arrive à verrouiller un certain nombre de leviers économiques, financiers, à verrouiller un certain nombre d'intérêts, à placer les gens qu'il faut, ainsi de suite, en réalité, celui qui viendra aux affaires ensuite ne pourra pas faire sans moi. Et donc, de ce facteur, moi, je deviens un faiseur de roi. Moi, je comprends. Mais c'est quelqu'un de méfiant. Ouattara a déjà fait, 3 mandats. Il est bien placé. Ses hommes sont placés à tous les échelons du pouvoir. Et encore, il y a quelque chose qu'il faut quand même reconnaître qu'il a réussi. Parce que tout à l'heure, j'ai dit, il a acheté la paix. Il a eu énormément de financement, infrastructure, économie, le train, ainsi de suite et tout ça. Et donc, parfois, certains politiques utilisent la cupidité de l'homme, la cupidité des gens. Parce que,
à défaut de pouvoir fédérer les gens sur une idée, à défaut de pouvoir fédérer les gens sur une idéologie, on peut les fédérer sur l'intérêt. Tous ceux qui ont pu être contre Ouattara à une époque, qui sont dans l'armée, qui sont dans les institutions, qui sont dans des partis politiques et ainsi de suite, la vérité est que la Côte d'Ivoire a une embellie économique telle que tout le monde mange. Alors, la question qui se pose, est-ce qu'ils ont intérêt à une nouvelle instabilité ? Il y a tellement d'intérêts en jeu en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, économiquement, c'est un pôle sous-régional. Est-ce que les personnes qui, sur 2-3 mandats, ont enraciné leurs richesses, ont sécurisé leurs avoirs, sécurisé leurs familles, des infrastructures, on a même les ponts. Même les ponts, cet homme-là a rebaptisé les ponts du nom de ses ennemis. C'est pour te dire la chose. Rebaptiser les rues du nom de ses ennemis. Ceux qui avaient des partis, on les a cassés. On a fait le RHDP, on a récupéré ici, on a récupéré là-bas. On a calmé ceux qui étaient les plus virulents et ainsi de suite. C'est-à-dire, grosso modo, les gens ont tellement d'intérêts qui ne sont pas forcément politiques, qui sont économiques, qui sont fonciers, il y a tellement d'intérêts. Sont-ils prêts, ces personnes-là, à remettre en cause ces intérêts pour des questions d'ordre politique? En tout cas, questions d'ordre idéologique, pour suivre parfois même pas pour être président, pour suivre un mentor. Par exemple, ceux qui sont du côté de Soro et qui, en l'état actuel des choses, se font des sous. Pourquoi remettrait-il en cause pour redevenir des terroristes ou des combattants? Pourquoi le ferait-il? Pour le cas de M. Gbagbo, par rapport à son parti, ceux qui ont pu se déloger. Quand on prend Afin Guessan, est-ce que Afin Guessan, on a l'impression que c'est un homme persécuté en Côte d'Ivoire? Non, mais pourtant, à la base, il est du parti de Gbagbo et maintenant on a deux partis, on a une scission, on a un schisme. Donc, la question est de savoir, oui, c'est sûr qu'il y a des gens qui en veulent à M. Ouattara, c'est sûr, mais face à la cupidité, face à l'argent, face à l'embellie économique, face aux projections, parce qu'il faut reconnaître qu'il arrive à faire rêver, quoi qu'on en dise. Premier pont, deuxième pont, quatrième pont, le train d'Abidjan, les investissements économiques, les ports, il arrive à faire rêver. Les gens se projettent, disent mais je reste tranquille, dans 5 ans je suis milliardaire. Pourquoi est-ce que je viendrais secouer tout ça? Moi je suis très tranquille, je vais être... Moi, pour le moment, il y a les Libanais qui arrivent, la diaspora qui rentre. Mais pour le moment, la question demeure toujours politique. Et c'est une question de sécurité. Non, on prendra celui qui moi je trouve Ouattara toujours méfiant. Fin calculateur. De toute façon, le prochain président, qui qu'il soit, doit avoir un peu, j'ai envie de dire, le profil... Ouattara, sécuriser les intérêts économiques, ça c'est important. Oui, sécuriser les intérêts économiques. En tout cas, il y a tellement d'intérêts que je ne vois pas ceux qui ont des intérêts en Côte d'Ivoire, disons qu'ils les ont centralisés en Côte d'Ivoire, laisser se reproduire ce qui s'est passé. Quand on regarde dans le paysage politique aujourd'hui, il n'y a qu'un seul qui a ce profil, et c'est ce qu'il disait, Tidjane Thiam. L'avenir nous dira. On va passer au Togo, c'est le dernier sujet. On a encore 8 minutes pour en parler, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Le Togo vit déjà au rythme des élections législatives et régionales, parce que moi, chaque fois que je parle du Togo, j'ai l'impression qu'on dit la même chose. L'actualité n'est pas très alléchante. Qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, c'est qu'on aura les élections le 13 avril. C'est tout. Et que unir un congrès statutaire à partir du 26, c'est le 26, n'est-ce pas? Oui. Enfin, c'est une seule journée. Le 26, lundi, UNIR sera un congrès. Moi, vous savez que ce qui m'est arrivé, je dis ce qui a traversé mon esprit quand j'ai lu ça, que UNIR sera un congrès, mais je me dis, mais UNIR fait de la torture psychologique. Vous imaginez UNIR en congrès, tout ça, là, mais ça bombarde la psychologie de ses opposants. Vous imaginez, avec toute la masse qu'on aura, avec tout ce qu'il y aura, Kara, ben je pense que ça fera peur à ses opposants. C'est une manière de... C'est ça, j'avais posé la question. Je pense que c'est à Kara. Ce sera à Kara. Non, en 2016, c'était à Kara. Continuez, je vais vérifier. Oui, donc ce sera à Kara. Je pense que c'est en quelque sorte de la torture psychologique pour ces... Entre guillemets, torture psychologique pour ses opposants. Vous imaginez, unis en congrès. Et ils ont bien su choisir le moment, c'est comme une pré-campagne pour
faire peur un peu aux opposants, pour les confondre un peu, pour leur dire on est là, parce que unir avec toute sa force, on sait qu'elle est encore bien partie pour empiler fort. C'est tout ce qu'on peut dire quand on parle des législatives du côté des opposants. Je pense qu'on sait que les opposants aussi affûtent leurs armes pour les prochaines législatives et régionales. Mais la question fondamentale qu'on se pose, comment ça va se passer, puisque il n'y a pas encore de communication en ce qui concerne le déroulé. Actuellement, c'est le dépôt des dossiers de candidature. C'est déjà ouvert depuis le 19 passé. Le congrès, c'est Akara. C'est Akara, le congrès ville de donc Akara. Mais ce qui préoccupe pour le moment l'opposition, c'est le cautionnement. 500 000 francs CFA pour les élections législatives, alors qu'il y a 5 ans, on était à 100 000 francs. Et 200 000 francs pour les régionales. On n'a pas compris pourquoi la caution passe de 100 000 à 500 000 francs. Dans un pays où, fondamentalement, en 5 ans, je n'ai pas vu l'économie véritablement bouger. Hein. Bon, c'est toujours la même histoire. Mais toujours, lorsqu'il fallait se préoccuper de ces questions-là, les gens étaient focus sur savoir si on va passer à 100 et quelques députés. C'est ça. Les gens n'étaient pas focus sur ficeler... c'est toujours la même histoire, c'est-à-dire c'est toujours la même histoire. C'est toujours une histoire de... Il y a un détail qui ne va pas, il y a un détail qui ne va plus, il y a un détail... Et ça, c'est parce qu'en réalité, il n'y a aucune volonté de faire les choses correctement de part et d'autre. C'est ça la vérité. Parce que je répète, dans ce pays, on a assez d'intellectuels, de techniciens, d'ingénieurs, on a assez de têtes dans ce pays pour faire les choses convenablement. Si on veut faire, qu'on appelle une carte, une étude sur les conditions, sur la manière dont doivent se dérouler les élections, ainsi de suite, on a largement suffisamment d'expertise dans ce pays. Il y a des docteurs, il y a des... Je sais pas, c'est connu, c'est-à-dire, c'est étonnant, c'est connu mondialement. Le Togolais, il est studieux, il est intelligent, il va dans un pays, il ramasse les diplômes, vous allez dans des sociétés... Oui, non, mais, parce que si on s'inquiète, hein, si un candidat à l'élection présidentielle s'inquiète pour 500 €, je crois, ça fait quoi? 762 €, hein, 500 000 francs CFA, c'est qu'on est pauvre. En fait, le souci, c'est que on s'est servi d'un vice au niveau des partis. Le vice au niveau des partis, c'est que si vous n'arrivez pas à réunir un certain nombre de sommes, c'est que vous avez un problème d'organisation à votre niveau. Parce que votre parti est censé avoir des militants, les militants sont censés cotiser, vous êtes censé avoir une organisation ne serait-ce que financière, vous êtes censé avoir des revenus, vos revenus ne peuvent pas dépendre que de l'État ou que du bon sentiment de l'État. D'ailleurs, l'ANC a lancé un appel à contribution. Ça prouve qu'ils n'ont pas d'argent. Est-ce que tu dis, moi, je souhaiterais que les autorités togolaises s'inspirent un peu de ce que Talon a fait avec les partis politiques. Talon, lorsqu'il arrivait au pouvoir, c'est que sur le paysage politique n'avait pas une très bonne image. Mais il a fait quoi? Il a restructuré. Et chaque trimestre, il donne de l'argent. L'État met de l'argent à la disposition de toutes des grosses formations politiques pour leur permettre de faire leur activité et de vivre. Bon, c'est-à-dire encore que l'État doit vraiment jouer. Mais il faut faire attention parce que même là au Bénin, d'autres partis estiment que Talon a fait en fonction des partis qui lui sont plus ou moins... Il a essayé de réorganiser d'une manière ou d'une autre. Donc il y a l'opposition aussi. Il y a une partie de l'opposition. Actuellement, on a que les démocrates. Oui, on a FCBE, ça c'est... C'est une manière de réorganiser, en fait. Moi, je dis, si on peut réorganiser, parce que pourquoi cette histoire de 500 000 pose problème? Parce que ces partis sont très pauvres. Nos partis politiques n'ont pas d'argent. Oui, c'est ce que disait Horace. Je pense que comment on fait dans les partis politiques, parce que les gens se disent, on est militants, mais ils cotisent rien. UNIR a le même problème, quoi qu'on dise. Parce que UNIR, après tout, c'est les cadres qui contribuent. Sauf que UNIR, ils sont au pouvoir. Oui, c'est ce que je veux dire. C'est les cadres qui contribuent. Quand il y a élection, chacun apporte sa contribution. C'est la base. Sauf que les cadres dont tu parles, là, UNIR, ils sont sur la même grille salariale que l'on connaît. Donc eux-mêmes, les cadres qui cotisent, là, ils peuvent pas cotiser autant qu'ils prétendent, parce que on connaît la grille salariale du Togo. Le mec qui gagne je sais pas moi, qui est au ministère et qui va gagner je sais pas 100 000, 150 000, 200 000, 250 000, il va pas couper 50 000 pour aller donner dans la caisse du parti. Parce que je pense que si on prend même la grille indiciaire, le plus haut salaire dans l'administration, ça fait pas en tout cas, ça fait juste un peu plus de 500 000. Voilà, donc fondamentalement, c'est-à-dire il faut couper la poire en deux. Fondamentalement, même quand vous parlez d'UNIR,
Ben, UNIA, s'il s'agissait de cotiser, non, ça va être compliqué. Donc, voilà. Donc, il y a pas, on se connaît au Togo, il n'y a pas un cadre qui va couper son 100 000 francs dans son salaire pour aller donner. C'est la paupérisation générale. Maintenant, du côté. subit plus. Non, maintenant, du côté de. Il ne faut pas qu'on attende. Non, du côté. Il ne faut pas qu'on attende les élections avant qu'on délivre les fonds de financement de campagne. Moi, je dis qu'il faut que l'État réorganise tout, réorganise le paysage. Non, c'est que fondamentalement aussi. Si c'est trimestriellement à financer les partis, c'est l'État. Moi, je ne parle pas du pouvoir en place. Je dis l'État. Il faut qu'on mette les tests en place pour dire les opposants. Je dis chaque formation politique aura, en fonction de peut-être de ses résultats. Non, moi je suis pas. Peut-être trimestriellement vous aurez ceci, peut-être semestriellement vous aurez ceci. Les partis vont se sentir un peu bien à l'aise. Non, moi je suis. Au-delà de tout, moi c'est ce que j'ai toujours souhaité. On veut construire la démocratie. Quand on ne peut pas parler de démocratie si on n'a pas une opposition qui est solide. Ce n'est pas possible. Oui, mais l'opposition ne peut pas être solide avec l'argent de l'État. C'est là, il faut pas déresponsabiliser les partis politiques africains. En France, partout, l'État donne. Non, je suis d'accord. L'État subventionne. La subvention. Le parti ne repose pas sur la subvention. Voilà. La survie d'un parti. Ne subventionne pas sur la subvention. Elle subventionne des membres. Exactement. Et justement, je vais te montrer là où ça devient intéressant. C'est que justement, si vous êtes un parti et que vous prenez l'argent des membres, vous pensez que les membres vont vous laisser faire n'importe quoi? Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Les gens vont vous demander des comptes. Et justement, c'est important que nos partis, les partis qui se construisent, justement, à un moment, impliquent les membres. C'est là où on parlait à un moment pour les élections de primaire. C'est là où on parlait, il n'y a pas de logique à ce que, par exemple, en Afrique, un parti ne soit que l'émanation d'une seule personne et que lorsque cette personne part, il n'existe plus. Il faut passer assez de temps pour pouvoir gérer ça. Mais ce qu'on peut avoir dans l'immédiat, au moins il faut que l'État joue sa partition. Parce qu'il faut attendre ce que les membres cotisent. Ça, c'est une question de formation. Peut-être ça, là, on devrait commencer depuis les années 90. Pour demander aux membres cotiser. Depuis plus de 30 ans, on n'a jamais appris ça aux membres. Il n'y en a que quelques cadres dans toutes les formations politiques qui cotisent. La base ne cotise pas. Ce sont les mêmes politiques. Faut faire attention. Ce sont les mêmes hommes politiques qui s'affrontent dans ce pays depuis 30-40 ans. Ils se connaissent. Oui, moi je sais. C'est-à-dire, ils se connaissent. Donc, à un moment, quand vous allez, par exemple, sur un ring, un mec vous gifle. Lundi, mardi, mercredi, ça y est, vous montez, il gifle. Vous descendez, il dit non, il n'est pas fort. Et pourquoi il t'a giflé? Non, en fait, il n'est pas fort. Tu remontes, il te gifle. Tu redescends. Pourquoi il t'a giflé? Non, tu sais, il m'a giflé, mais il n'est pas fort. Tu remontes. Mais à un moment, la personne que vous avez en face, vous ne pouvez pas lui nier sa capacité à vicier les choses. Vous ne pouvez pas lui nier ça. Donc, à un moment, vous vous organisez en fonction. Et le problème de nos partis, c'est justement un moment de comment dirais-je, capacité d'organisation. Voilà, problème de capacité d'organisation, problème de qualité mais justement, ils n'ont rien de tout ça. Mais je dis maintenant peut-être ils se disent ils n'ont pas de moyens. Vous n'avez pas les moyens. Avant les moyens, il faut que l'État les moyens, c'est comme une calebasse. Avoir des partis politiques. J'ai envie de vous dire presque, Firmin, qu'en parlant d'État, excluez ça au Togo, parce que vous leur donnez les moyens de vous battre. C'est ça. C'est-à-dire, avant les moyens, avant les moyens, il faut l'organisation. Oui, il faut si vous n'avez pas l'organisation, c'est comme si vous avez une calebasse et on met de l'eau, il y a des trous. Il faut que l'État arrive à construire une opposition. C'est ça, en fait, fondamental. L'opposition. Non, c'est pas l'État de construire l'opposition. L'État n'a pas à construire l'opposition. Non, l'État contribue. Le débat est intéressant, mais le temps qui m'a été imparti est fini. Merci beaucoup, Firmin Teko Agbo. Merci, Samuel. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve le samedi prochain.